Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Ceux qui suivent de près le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo estiment qu'il doit être analysé dans le fond, faute de quoi il ne sera jamais résolu. Le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda a indiqué que le Rwanda ne doit continuer à être le bouc émissaire des problèmes internes de la République démocratique du Congo. Et au Sénégal, 15 des 20 prétendants à la fonction de président du Sénégal ont appelé à ce que le nouveau vote soit tenu au plus tard avant le 2 avril, date à laquelle le président sortant Macky Sall doit terminer son mandat. Encore une fois, bienvenue à ceux qui suivent de près le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo estiment qu'il doit être analysé dans le fond, faute de quoi il ne sera jamais résolu. C'est un conflit tout d'abord qui est basé sur les terres. C'est un conflit, donc, deuxièmement, qui est basé sur l'ethnie. Donc, un conflit qui est mené même par les leaders qui devraient chercher la solution. Est-ce que ça va trouver une solution si ça ne commence pas par les leaders eux-mêmes qui font la propagande de l'ethnicité, la propagande de la haine, et qui incite la population à s'entretuer? Est-ce que ça va trouver une solution? Je te lancerai la question toi-même. Est-ce que ça va trouver une solution? Parce que c'est vraiment une question qu'on doit analyser depuis la profondeur, quand j'ai commencé à dire ça dès le début. Donc, si on ne fait pas ça, je ne vois vraiment pas aucune solution. Regardez maintenant, ça a pris l'ampleur de la région. Ça a commencé par être un conflit juste d'un pays, la RDC. Ça prend l'ampleur et ça évolue vers le Burundi. Ça évolue jusqu'en Afrique du Sud. Ça évolue jusqu'en Tanzanie. Qu'est-ce que ça va donner si ces leaders ne s'assoient pas ensemble et commencent à trouver une solution depuis la racine du conflit lui-même? Et moi, j'évoque toujours la communauté internationale, même si je n'y crois pas, parce que je ne crois pas que ça va trouver une solution. Mais le problème a commencé par là, par la division de ces terres. Ils ont sémé une confusion entre cette population. Donc, ils devraient se lever et déraciner cette confusion afin qu'on puisse nous-mêmes trouver les solutions de nos propres problèmes. Les analystes déplorent également le silence absolu de la communauté internationale face aux messages de haine et à une vaste campagne contre les Congolais d'expression Kinyarwanda. Pour Sena Ruvugiro Emmanuel, cette attitude n'a rien d'étonnant vu le fonctionnement de la justice internationale. Cette justice internationale, c'est une justice qui est gérée par des acteurs invisibles. Il y a un tribunal qui est là, il y a des acteurs invisibles, représentés aujourd'hui par un certain Jean-Pierre Lacroix, qui est maintenant présent au Congo, derrière tout ce qui se passe. Il y a des acteurs invisibles qui étaient derrière Théodore Meron. Parce que imaginez-vous que la justice internationale, cette fameuse justice internationale qui table sur les jurisprudences, si dans un conflit, il y a un génocide, au cours d'un conflit, les gens s'arrangent, il peut être un génocide. Et imaginez-vous, avec la jurisprudence qui devait venir des procès contre Bagosora et consorts, qu'est-ce qui allait se passer pour l'Afghanistan avec les États-Unis? Le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda indique que le Rwanda ne doit continuer à être le bouc émissaire des problèmes internes de la République démocratique du Congo. Dans un entretien avec la télévision rwandaise, Alain Mukuralinda a montré qu'il est injuste d'accuser le Rwanda de tous les maux dans ce conflit congolo-congolais. Ce n'est même pas une intention. Aujourd'hui, ça a été fait. Prenons un simple exemple. Depuis que la guerre a repris, il y a eu plus de 13 000 réfugiés nouveaux
au Rwanda. En Qui plus rejoignent des milliers d'autres qui étaient là depuis plusieurs années. Oui. Et sachez que les réfugiés qui sont au Rwanda sont moins nombreux que ceux qui se trouvent en Ouganda et au Kenya. Je dis par pays, pas ensemble. Donc, il y a aujourd'hui, si on dit que la politique du gouvernement congolais, en ne voulant pas entendre les revendications des Congolais qui parlent Kinyarwanda dans cette région, c'est de les chasser. Aujourd'hui, s'il y a plus de 400 000 personnes qui sont parties, et parmi eux, certains sont partis depuis plus de 10 ans, depuis plus de 20 ans, et que ça continue, que penserais-tu de cette façon de faire, au lieu de résoudre le problème par des voies pacifiques, mais insister par, de vouloir insister et les résoudre par la voie militaire? Donc c'est une volonté bien déterminée, surtout que même certains militaires de la SADC qui sont arrivés ont bien dit ils venaient se battre pour chasser, pour renvoyer cette communauté dans leur pays d'origine. Quel est le pays d'origine ici? Là, vous faites allusion aux communautés Tutsi dont on parle en RDC, qui aujourd'hui sont également sous la menace et qui sont tués, massacrés. Et ça a été confirmé par les experts des Nations Unies. Les experts des Nations Unies, et en plus, et par aussi la conseillère du secrétaire général. Voilà, en matière de prévention de génocide. Ce n'est pas seulement le Rwanda qui le dit. Voilà. Alors, face à une telle situation, parce que d'une part, on a une guerre qui est, en tout cas, qui est là. On a également, d'autre part, des massacres contre les civils et des massacres ciblés. On parle d'un génocide parce que tous les signes, en tout cas, sont là. Aujourd'hui, on doit dire que le Rwanda, vu son histoire récente de 1994, qui sait ce que c'est un génocide, c'est aussi une manière pour le Rwanda de tirer la sonnette d'alarme et de prendre la communauté internationale pour témoin de ce qui se passe. Ce n'est pas seulement une histoire d'expérience qu'avec le Rwanda, c'est aussi un devoir de chaque pays, que ce soit dans la région ou ailleurs. S'il y a un risque de génocide, un risque de crime contre l'humanité, un risque de crime de guerre, et spécialement si on lit les statuts qui ont fondé l'organisation de l'unité africaine dans le temps. En ce qui concerne aussi les mercenaires, chaque pays a le devoir de signaler, de dénoncer s'il y a des mercenaires qui sont utilisés dans différents pays ici sur le continent. C'est exactement la même chose en ce qui concerne le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, mais cette fois-ci au niveau mondial. Donc aujourd'hui, c'est normal que le Rwanda, d'après son expérience, d'après son vécu, dénonce ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Mais ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit, le Rwanda qui le dit. Il y a le rapport des experts, il y a deux rapports de la conseillère dont on a parlé. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est déjà dans cette situation. On est en train de massacrer, de tuer, de chasser, de brûler les gens parce qu'ils sont de telle ethnie, ils sont de telle région, parce qu'ils parlent telle langue. Et aujourd'hui, personne ne s'émeut, personne ne s'étonne que cela se passe, au vu aussi de tout le monde. Pendant la journée, sur les réseaux sociaux, un peu partout dans les discours. Et c'est un problème, ça a toujours des conséquences sur le Rwanda. Je viens juste de vous parler de 13 000 personnes qui sont parties il y a quelques jours. Et ça continue. Donc on est déjà dans cette situation qui est la conséquence de cette guerre, qui est la conséquence de 30 années de revendications qui n'ont pas été écoutées, entendues par le gouvernement congolais. N'oubliez pas qu'il y a quelque temps, on les qualifiait même pas, on les qualifiait de non-congolais, comme s'ils étaient des apatrides. Aujourd'hui, bon, Dieu soit loué, ça a un peu évolué, on accepte que ce sont des Congolais, mais on ne va pas parler avec eux, on préfère parler avec le Rwanda. Bon, l'essentiel, je crois que le plus important est que l'on puisse parler, mais là aussi, on n'y est pas encore.
La deuxième édition des rencontres Nyirarumaga se tient à Kigali depuis ce mardi jusqu'au jeudi 22 février courant. Après la première édition qui s'est déroulée à Paris en juin 2023, ces rencontres sont consacrées à la littérature africaine. Ces rencontres des littératures poétiques, théâtrales, narratives, voire argumentatives mettront un accent prononcé sur la 30e commémoration du génocide des Tutsis. Reportage de Patrick Nilidandi. Après la première édition qui s'est déroulée à Paris en France en juin 2023, les rencontres Nyirarumaga, la deuxième édition, se tient à Kigali du 20 au 22 février courant et consacrée à la littérature africaine francophone. En raison de la 30e commémoration du génocide des Tutsis, les rencontres Nyirarumaga ont décidé de lancer un éclairage particulier à la littérature sur la mémoire. Dossi Rugamba, écrivain rwandais qui participe à ces rencontres culturelles, nous explique ici le sens de cette dénomination Nyirarumaga donnée à ces rencontres de la littérature. Qui est un pays de tradition. Les poètes y ont joué un rôle extrêmement important, continuent à le jouer d'ailleurs. Et c'est tout à fait symbolique en fait, pas seulement symbolique mais très signifiant que ces rencontres portent le nom de Nyirarumaga. Qui était-elle? Cette reine-mère de substitution qui a configuré tout le dispositif qui a permis réellement la création des institutions, des premières institutions culturelles dans ce pays. C'est elle qui a créé Nteko Y'Abasizi, que certains appellent la principauté des poètes, et qui a donné vraiment aux écrivains, aux poètes, une place unique dans les autres corporations de métiers au Rwanda, où il y avait le chef de poète qui le restait jusqu'à son décès. Ce qui a permis, c'est la première académie finalement de la langue rwandaise, qui permettait justement de penser cette langue, sa beauté, et qui nous ont laissé un patrimoine. Jusqu'à aujourd'hui, alors que Nyirarumaga est une poétesse qui date, c'est une reine-mère et en même temps une poétesse qui date du XVe siècle, ces poèmes ont traversé le temps et sont parvenus jusqu'à nous, grâce aux institutions qu'elle a mises en place. Ces rencontres de littérature poétique, théâtrale, narratif, voire argumentatif, mettront un accent prononcé sur la 30e commémoration du génocide des Tutsis, en puisant sur les origines de ces génocides, les œuvres des témoignages, ainsi que la résilience de Rwandais face à l'impensable. Cette année, c'est la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. On s'est dit, on ne peut pas organiser des rencontres Nyirarumaga à Kigali lors de la 30e commémoration sans évoquer le génocide et la littérature, puisque c'est l'objet de notre côté, c'est la littérature. Et on a tenu à ce que, d'abord, ça se passe ici, symboliquement, c'est très important. Hein. Et puis, deuxièmement, on a tenu à appeler des spécialistes de la question pour qu'ils nous parlent de ces sujets-là. Ce matin, c'était les origines, et cet après-midi, ça va être sur ce qu'ont vécu les personnes qui étaient ici, qui ont vécu le génocide. C'est indicible, mais en même temps, il faut le dire. Et puis, en troisième lieu, il faut essayer d'en sortir par le haut. Hein, c'est ça, la résilience. Et en troisième lieu, on voulait absolument évoquer la mémoire du génocide et puis évoquer aussi comment lutter contre les idées génocidaires et comment lutter contre éventuellement des actes génocidaires et comment lutter contre le génocide. Les rencontres Nyirarumaga s'apaisantiront aussi sur la richesse de la littérature francophone africaine et internationale en soulignant l'intérêt des lectures publiques auprès des jeunes par les auteurs confirmés à l'instar du Tchadien Noki Djedanoun qui a découvert pour la première fois le Rwanda en 1998 alors que le pays venait de sortir du génocide et qui avait participé à la création à l'époque à l'un des événements culturels majeurs à Kigali, Fest Africa.
Il a loué les efforts entrepris par le Rwanda en 30 ans, qui est parti du chaos et pour devenir un modèle pour le continent africain en termes de la résilience de son propre peuple. C'est pour ça que je lance un appel aux autorités rwandaises, si elles m'écoutent. Je lance vraiment un appel aux autorités rwandaises pour que le Rwanda soit le pays invité d'honneur à N'Djamena en novembre 2024 pour montrer, au-delà de la violence, la culture rwandaise, toutes ses beautés, ce pays avec son tourisme, son modèle économique, ces belles femmes aussi, il faut dire. Ces rencontres discuteront des conditions de création d'éditions, de la diffusion des œuvres, en particulier auprès des jeunes, par la lecture publique ainsi que par la promotion des écrivains francophones. En parlant toujours de la triennale de Kigali, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Monsieur Samuel Sangwa. Vous êtes directeur régional Afrique de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAC. Bienvenue dans notre studio. Merci beaucoup. Alors, prochainement, vous allez animer un forum sur la propriété intellectuelle. Quel est l'état des lieux, je dirais, par rapport à la rémunération des copies privées pour nos artistes, surtout rwandais? Comment ça se passe? Ça se passe, on va dire, plus ou moins bien. Nous avons déjà un cadre législatif. Il y a la loi sur la propriété intellectuelle qui comporte des dispositifs par rapport aux droits d'auteur. Et donc, nous avons un cadre législatif qui est posé. Nous avons une société de droits d'auteur, Rwanda Society of Authors, RSAU, qui fonctionne. Et nous avons aussi un engagement à la fois au niveau des décideurs politiques, des créateurs, du secteur privé. Et donc, on va dire que c'est bien, mais nous pouvons encore faire mieux. Et c'est le but, entre autres, du forum. L'une des articulations du forum de la triennale, c'est de porter la parole, de créer les conditions d'un dialogue, de porter un projet pour que le droit d'auteur, copyright, devienne une réalité économique agissante dans les industries culturelles et créatives au niveau du pays. Alors, en parlant aussi du continent africain en général, quels sont les défis rencontrés par nos artistes et créateurs? Alors, l'un des plus grands défis présentement pour les créateurs, c'est le numérique. Le numérique est devenu le modèle économique dominant pour les exploitations. Mais c'est aussi le lieu où se commet la plupart des infractions aux droits d'auteur. Donc les enjeux aujourd'hui pour les sociétés de droits d'auteur du continent africain et des créateurs en Afrique, c'est comment amener les plateformes numériques, les géants que nous connaissons et qui opèrent en dehors de l'Afrique, pour ne pas les citer, comment les amener à rémunérer de manière beaucoup plus équitable les créateurs africains. Et donc, il y a là un enjeu qui est à la fois un enjeu politique, économique, mais aussi culturel. Parce que lorsque les contenus sont exploités et que ces contenus ne rémunèrent pas ceux qui les créent, il y a ce qu'on appelle un captage de la valeur économique qui ne se fait pas par les créateurs, mais par ces plateformes. Et donc là, il y a un véritable enjeu dont l'Afrique doit se saisir aujourd'hui à travers des outils législatifs, opérationnels, des outils réglementaires par les sociétés de droits d'auteur, mais aussi par la sensibilisation. Est-ce, je dirais, n'est-ce pas, je dirais, un défi, surtout que nos consommateurs n'ont pas assez de pouvoir d'achat aujourd'hui pour pouvoir justement acheter ces droits d'auteur? Mais c'est une question de modèle économique. On est ici en face à un modèle économique qu'on pourrait appeler le freemium. Le freemium, ça veut dire free. Mais en fait, qui n'est pas free pour de vrai. Parce que lorsque vous accédez à une plateforme, vous avez l'impression que vous y accédez gratuitement. Mais derrière, il y a un modèle économique qui repose sur la collecte de vos données personnelles. C'est-à-dire quel type de vidéo vous regardez pour qu'on puisse vous ramener de la publicité. Donc ça, c'est un modèle économique dont il faut prendre conscience. Il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est qu'il y a des opérateurs de téléphonie mobile, de fibre optique qui captent cette valeur économique. Donc ce n'est pas gratuit comme on pourrait le penser. Par contre, même dans le cadre d'un freemium, comment imaginer un modèle économique
qui va permettre de rémunérer les créateurs. Parce qu'au final, ces plateformes qui sont gratuites, entre guillemets, ne génèrent pas de contenu. Ce sont les créateurs qui mettent du contenu et c'est ce contenu-là qui est monétisé par ces plateformes, mais qui ne rémunère pas de manière correcte les créateurs. Alors, quelles sont les solutions, je dirais, de manière viable, concrète, pour pouvoir justement aider ces artistes et ces créateurs à générer, à gagner quelque chose, je veux dire d'abord ici au Rwanda? L'idée, c'est un projet que nous portons avec la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, c'est de transformer la conformité aux droits d'auteur en valeur ajoutée économique pour ceux qui respectent. De manière simple, nous avons créé un label de conformité aux droits d'auteur, Copyright Friendly Label pour le dire en anglais, qui est délivré à des utilisateurs, radio, télévision, hôtels, restaurants, cafés, du fait qu'ils se conforment aux droits d'auteur. Mais ça devient un élément d'attractivité, de positionnement, de compétitivité. C'est comme si vous avez un hôtel et vous dites, dans mon hôtel, je respecte le droit d'auteur, et derrière, il y a un narratif. Ce narratif, c'est que j'ai fait la promotion de la culture. Et cela peut devenir un argument marketing. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de nous inscrire dans une réflexion où payer le droit d'auteur ne devrait plus être perçu comme une charge, mais comme une opportunité économique. Et on sera vraiment très heureux dans le cadre de la triennale d'initier le pilote. On va labelliser à la fois le concert qui va se dérouler le 25, mais aussi l'opérateur Rwanda Art Initiative qui a accepté de payer le droit d'auteur. Et ça permet de positionner la triennale de Kigali comme un événement qui se conforme aux droits d'auteur, et copyright friendly event. Alors là, on dirait une solution qui va être, je dirais, pour les artistes pouvoir gagner, mais de manière durable, c'est ça? C'est de manière durable, mais il s'agit aussi, in fine, d'inscrire le respect aux droits d'auteur comme un élément de l'image. C'est non seulement l'image d'un hôtel, d'un restaurant, mais c'est l'image d'une ville, puisqu'il s'agit de la triennale de Kigali. Comment on fait de Kigali a copyright friendly city, une ville qui se conforme aux droits d'auteur, et comment cette valeur économique va ruisseler vers les opérateurs économiques du secteur privé, mais aussi les créateurs, mais aussi l'État. Il ne faut pas oublier que chaque fois qu'il y a exploitation d'une œuvre, il y a une taxe sur la valeur ajoutée qui va revenir à l'État. C'est ce que vous trouvez à Remera, dans la rue où il y a de la musique avec les bars. C'est ce que vous retrouvez ici même chez les radiodiffuseurs nationaux. Donc, il y a une valeur économique qui doit être redistribuée. Et donc, le label permet en fait de créer un mécanisme où c'est gagnant-gagnant pour le secteur privé, pour l'État et pour les artistes. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional Afrique de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La banque... Le président de la Chambre du Sénat du Rwanda, le docteur François-Xavier Kalinda, s'est entretenu ce mercredi avec l'ambassadeur de la Libye au Rwanda, Ibrahim Sidi Ibrahim Attar. Les deux hautes personnalités sont revenues notamment sur la coopération existante entre le Rwanda et la Libye, sur la contribution que le Rwanda pourrait apporter à la Libye afin de trouver la solution aux problèmes qui résultent du divisionnisme et de la guerre civile qui perdure dans ce pays. L'ambassadeur Ibrahim Sidi Ibrahim Attar s'est dit impressionné par les efforts que le Rwanda a déployés pour restaurer l'unité après la sombre histoire qu'il a vécue, et qu'il est un excellent modèle pour le monde et particulièrement pour la Libye suite aux problèmes auxquels elle est aujourd'hui confrontée. C'est pourquoi nous avons convenu avec le président du Sénat qu'il y aura des visites entre les deux pays, et un groupe de parlementaires libyens va effectuer une visite d'études pour se rendre compte des efforts que le Rwanda a fournis pour résoudre ces problèmes par l'intermédiaire du Programme national de l'unité et la réconciliation.
Le président du Sénat rwandais indique que les réalisations que le Rwanda a acquises sont le résultat des choix de sa population et que le Parlement est prêt à partager son expérience avec quiconque le souhaite. Et nous avons reçu son Excellence l'ambassadeur de Libye au Rwanda ce matin. Et nous avons parlé de la coopération bilatérale qui existe entre le Rwanda et la Libye. Mais en plus de cela, nous avons parlé d'une délégation qui s'apprête à rendre visite au Sénat. Cette délégation sera composée de membres du Parlement libyen. Et ils ont dit qu'on va parler de comment le Rwanda a pu évoluer après le génocide perpétré contre les Tutsis, comment le Rwanda a pu entamer son long chemin de réconciliation et de reconstruction. Et en bref, c'est cela qu'on va discuter avec la délégation que nous attendons. Et nous sommes prêts à partager avec l'expérience rwandaise au sujet de la reconstruction et après le génocide. Ils vont bénéficier de notre expérience et c'est de cela qu'ils veulent venir s'entretenir avec nous. Et c'est par ici que nous allons boucler cette édition, mais avant de vous dire au revoir, nous vous remercions d'avoir pris votre temps pour nous suivre. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie et bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.